Et c'est parti, what time is it? Game time. Bonsoir, bonsoir à toutes et tous et bienvenue. Et merci d'être venus pour ce stream. Un petit stream le mercredi, une petite review de l'actualité sportive. Enfin, pas trop quand même. On en garde beaucoup pour jeudi. Et dimanche à reconfirmer. On n'a pas du tout... fixer ça encore, mais pour commencer, pour vous donner le programme. Alors, mercredi et jeudi, on va se concentrer sur les sports US. On va se commencer par la première finale des deux sports, c'est-à-dire le hockey sur glace, la NHL, la série finale de la Coupe Stanley entre les Oilers. Oh merde, oh, pardon, c'est pas bien. Mince. Oh là 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 là, c'est vrai, j'ai oublié ça. Là, c'est mieux normalement. Merci Matt du rappel. Mais du coup, on va commencer par la série finale de la Coupe Stanley. Puis, on va finir par la NBA demain avec Matt qui sera avec moi justement. Donc j'espère que vous allez tous bien. Et on va commencer très très vite parce qu'il y a beaucoup de choses à regarder ce soir, notamment entre Roland Garros. Un petit... Zverev, Alcaraz très sympathique, ainsi qu'un très bon Portugal-Allemagne, mais on y reviendra plus tard. Pour l'instant, on va vous parler des séries éliminatoires de la finale de la Coupe Stanley. Un rematch. Ah ouais, abonnez-vous, Twitch Prime. Bien vu, attends, c'est là, voilà. Bien vu, Matt. On renouvelle. Mais du coup, on va commencer par cette finale de conférence entre les Oilers et les Stars. Avant de commencer par développer la série qui nous attend et qui va commencer cette nuit à 2h du matin, on va faire un petit rappel de ce qui s'était passé précédemment parce qu'on n'a pas encore fait de review sur les finales de conférence. On va commencer par la meilleure seed, c'est-à-dire les Oilers qui affrontaient les Stars qui ont gagné 4-2. Malgré ça, Dallas était quand même favori sur le papier, plus équilibré et un meilleur gardien. Néanmoins, Edmonton a pris le dessus grâce à ses stars offensives à une montée en puissance de Skinner qui a été énormément moqué. Hein. On va pas se le cacher. Et à raison. Totalement à raison. Ce qui a fait la différence, tout simplement, c'est un McDavid, Draisaitl, le duo infernal des Oilers qui ont été clutch, 21 points à eux deux en 6 matchs. Stewart Skinner qui s'est réveillé, hein.
dès le match 4. Un powerplay ultra efficace. 4 buts. Enfin, pas vraiment efficace, mais on va dire qu'il a fait le taf. 4 buts ont 11 avantages numériques. Et je pense au banc qui va être très important. C'est Dylan Holloway sur la 4ème ligne qui a marqué 3 buts décisifs. Ce qui n'a pas marché chez Dallas, parce qu'on va reparler des Oilers évidemment, vu que ce sont les gagnants. C'est un Jason Robertson qui a été trop discret, un Jake Oettinger qui a été trop ordinaire, et une défense dépassée par la vitesse des Oilers, notamment en transition. Je pense à un but fabuleux de McDavid, complètement fou. Et pour la série à l'Est, du coup, les Florida Panthers et Hurricanes, un gentleman sweep mis en place par les Panthers envers les Hurricanes. De toute façon, il y a deux choses simples, 3 choses simples dans la vie. La mort, les impôts et les Hurricanes qui se font tabasser en finale de conférence. Pour le rappel, c'était une revanche de la finale de l'Est en 2023, déjà gagnée par la Floride. Un faux sweep 4-0. Il ne faut pas oublier que c'était beaucoup plus serré, hein. Mais Bobrovsky a été impérial, hein, sur cette série-là. Excusez-moi, je reviens dans 2 secondes. C'est pas la bonne scène, attendez. Je ne peux pas bosser en paix, c'est scandaleux. Macron, démission. Non, 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 plus sérieusement. Mais du coup, tu couperas ça au montage du replay matin. Par pitié. Mais du coup, ce qui a fait la différence aussi en 2025, c'est un Bobrovsky étincelant, 1,34 buts alloués par match. Un jeu défensif étouffant. Les Hurricanes n'ont jamais trouvé d'espace. Un forecheck destructeur qui provoque plus de 15 revirements par match. Je pense à un Bobrovsky qui fait 41 arrêts sur un match, un Reinhardt qui marque un doublé ultra physique et un but de Barkov en désavantage pour tuer les Nantes de Carolina. Et justement, la défense a penché quand même, hein, et même l'attaque, hein. Peu de réponses physiques face aux Panthers, aucun but de leurs défenseurs en 5 matchs, alors qu'on sait qu'en Stanley, c'est rédhibitoire, hein, totalement. Hein. Et un Frédéric Henderson irrégulier. Hein. Mais maintenant, allons-y. Nous sommes le 4 juin 2025, début des séries finales de la Coupe Stanley. Panthers at Oilers, match 1 à 2h du matin sur Beansport 1. C'est tout simplement la revanche du match de la saison dernière, on va pas se le cacher. Les Panthers avaient reporté la série en 7 matchs après être menés 3-0. Après avoir mené 3-0, puis les Oilers sont revenus 0-3. C'était quelque chose d'épique. Hein. Et c'est la première fois depuis plus d'une décennie que les deux équipes se retrouvent en finale en 2 années de suite. Il me semble que la dernière équipe pour laquelle ça a été arrivé, si je ne dis pas de bêtises, c'est les Penguins et les Blackhawks. Si je ne dis pas de bêtises, vous m'insulterez si c'est le cas, c'est pas grave. On va faire une analyse des forces en présence, pour le coup. Connor McDavid chez les Oilers. Comment ne pas parler de lui? C'est le capitaine, c'est le meilleur pointeur des séries. Après avoir remporté le trophée Conn Smythe l'année dernière, le MVP des finales, malgré la défaite, il a été en larmes. Et c'est vrai qu'il avait tout donné sur le terrain. Il est déterminé à accrocher sa première Coupe Stanley. Leon Draisaitl, l'Allemand, partenaire offensif clé de McDavid, il est également en lice
pour le trophée Conn Smith. Stewart Skinner, je ne ferai pas de blague sur lui, mais on va pas se le cacher, mesdames, messieurs, que il a été quand même assez irrégulier, hein. Et c'est pour ça qu'on l'a tout simplement moqué. Mais on compte sur un gros Skinners, hein, pour à Edmonton pour remporter la série. Sans oublier Zach Hyman, l'attaquant physique 11 mises en échec en série. Il est malheureusement forfait pour la série en raison d'une blessure. Et le retour de Bouchard aussi, du coup, ça va être très 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 important face à des Panthers très très extrêmement agressifs, durs sur la glace. Mais ça peut leur jouer des tours. On en reparlera plus tard parce qu'on va passer aux Panthers, aux 4 joueurs clés. Et vous allez voir que je n'ai pas mis Brad Marchand. Et c'est normal parce que quand tu as Sergei Bobrovsky, un gardien vétéran qui fait le taf tout simplement, une moyenne de buts vraiment petite. Alexander Barkov, le capitaine et leader offensif qui est également pressenti pour le trophée Conn Smith en cas de victoire. Un Matthew Tkachuk quand même qui est moins en forme que la saison dernière, on va pas se le cacher. Mais il incarne totalement le style physique et opportuniste des Panthers. Et Sam Bennett en pleine forme aussi qui est un candidat sérieux pour marquer à tout moment. On va passer à l'analyse stratégique. L'avantage offensif, il y a un léger avantage aux Oilers quant à un Big Three, enfin un duo surtout, vu que Hyman est blessé. McDavid, Draisaitl. Qu'est-ce que tu peux faire contre ça? Qu'est-ce que tu peux faire? McDavid, est le meilleur joueur du monde actuellement, hein. Et Draisaitl qui est un super numéro 2, hein. L'avantage défensif et physique est néanmoins aux Florida Panthers qui dominent avec 812 mises en échec en 17 matchs contre 648 pour les Oilers en 16 matchs. Les Panthers disputent leur 3e match consécutif, tandis que les Oilers cherchent à mettre une disette canadienne de 32 œufs en Coupe Stanley, tout en rappelant que les 2 matchs en saison régulière ont été remportés de 1 but d'écart par les Panthers. Un vrai match de Big Rat, comme on dit là-bas. 6-5 et 4-3 avec Sam Bennett et Tkachuk et Barkov qui ont fait un boulot phénoménal. Maintenant, on va s'attarder beaucoup plus sur l'équipe, les joueurs, les bancs, les stratégies. On va commencer par les Panthers. On va commencer par le champion, évidemment. Bobrovsky, la force majeure, la force tranquille, je dirais même, qui brille depuis les débuts des séries. Son calme, sa lecture de jeu et ses performances au back-to-back font de lui un candidat au trophée Conn Smith, tout simplement. 1,34 buts accordés par match. 944% d'arrêt depuis le 10 mai. Solide techniquement, expérimenté, mental d'acier. On reparlera dans un autre stream du trophée Vezina, c'est-à-dire le meilleur gardien de la saison. Mais, spoiler, il était parmi les nommés. Néanmoins, il faut faire attention parce qu'ils peuvent parfois être trop surmenés si les Panthers prennent trop de pénalités. C'est le défaut de ces Florida Panthers, c'est la discipline. La discipline, trop de pénalités sur des fautes vraiment inutiles, méchantes et qui peuvent faire beaucoup de dégâts. En face, on aura Stewart Skinner qui est en pleine confiance après un début de playoff totalement irrégulier. Il a répondu présent face aux Stars en finale de conférence. Il a une bonne gestion du rebond et une grande amélioration mentale. Après, c'est vrai qu'il est moins expérimenté que Bobrovsky dans des matchs à haute intensité. Et beaucoup moins, et comme je l'ai dit, un problème de confiance. Du coup, je donnerai l'avantage aux Panthers et aux Russes pour ce poste, tout simplement. La défense.
Les Florida Panthers est pour moi une des meilleures défenses de la ligue. Elle est physique, structurée et très efficace en zone neutre avec des défenseurs robustes comme Forsling ou Ekblad. Ils sont capables de bloquer beaucoup de tirs et sont excellents en infériorité numérique. Leur force est le jeu physique et le bon gap control. La faiblesse, il y a moins de mobilité latérale que la défense d'Edmonton qui peut souffrir face à McDavid en zone ouverte comme lors de la série face à Dallas, face aux Jets et à la fin de la série du premier tour face aux Kings. Les Oilers ont plutôt une transition, sont très très bons en transition rapide mais restent quand même vulnérables. La défense d'Edmonton appuie beaucoup sur l'attaque comme avec des joueurs comme Evan Bouchard qui créent des ouvertures mais aussi des brèches moins imposantes physiquement que celles de la Floride. Donc les forces sont une relance rapide, une grande participation offensive, une tendance à surjouer, erreur coûteuse en zone défensive. Et ça peut vraiment faire très 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 mal. L'attaque, maintenant. Les Edmonton Oilers sont totalement explosifs avec, comme je l'ai dit, le duo le plus létal de la LNH, de la Ligue nationale, McDavid, Draisaitl, qui sont appuyés par Nugent, Hopkins, Perry et Holloway. Cette attaque est totalement imprévisible. La création rapide, les transitions éclairs et la supériorité numérique est totalement redoutable. Plus de 30% d'efficacité. La faiblesse, il faut quand même faire attention à la dépendance McDavid, Draisaitl et l'absence d'Heinemann qui peut limiter la profondeur du banc. Mais je ne suis pas inquiet. Les Florida Panthers ont, eux, un équilibre et une robustesse. C'est beaucoup moins spectaculaire et fou que les Oilers, mais beaucoup plus équilibré avec Tkachuk, Barkov, Reinhart, Verhaeghe et Brad Marchand. Et tous les trios peuvent produire et harceler l'adversaire, ce qui est très important avec l'arrivée de Marchand, parce qu'il faut savoir que Tkachuk et Barkov, je ne sais pas si c'est l'effet de l'année post-champion, mais étaient moins efficaces, moins en forme, même s'ils restaient très bons. Avec une intensité quand même et un fort check qui reste étouffant, une usure progressive de l'adversaire. Mais si j'ai une faiblesse à dire, c'est qu'il y a moins de capacité à revenir de l'arrière si Edmonton prend l'ascendant d'auto. Malgré la défense des Oilers qui reste friable. Maintenant, on va passer aux unités spéciales. Parce que c'est vrai que pour certains ou certaines qui nous écoutent, ça reste du chinois. On va pas se le cacher. Il y a des unités spéciales, notamment pour les avantages numériques. Après une pénalité. Edmonton est extrêmement dangereux quand même. 32,4% en série, ça marque. Florida est plutôt moyen, mais reste opportuniste avec 21,3%. L'infériorité numérique, ou pour les anglophones qui nous écoutent, le penalty kill. Florida est excellent, peu de fautes, très organisé, 86%. Alors que chez les Oilers, il y a une amélioration récente, mais ça reste vulnérable contre un cycle prolongé. Maintenant, je voudrais parler des coachs. C'est très... Parce qu'on a quand même un duel de coach intéressant. Paul Maurice, expérimenté, excellent tacticien défensif, n'a jamais perdu un match 7 dans son histoire, dans le coaching. Et Chris Klonbloch, excusez-moi. Il est certes plus jeune, mais a su faire progresser la structure de jeu d'année en année. Un talent brut supérieur, mais peut gagner même en jouant bien. On peut dire ça aussi des Oilers, des Panthers qui sont mieux rodés quand même. Plus stables dans l'adversité. Maintenant, on va passer aux enjeux tactiques. Les enjeux clés pour la Floride. Limiter la vitesse de McDavid par un jeu physique. Forcer les revirements et imposer un rythme lourd. Et la clé pour les Oilers, tout simplement, c'est profiter de chaque ouverture, surtout sur les jeux de puissance et éviter les pénalités inutiles. On peut dire ça aussi pour les Edmonton Oilers. Mais pour les Oilers et les Panthers, qui se sont pris des pénalités
assez bête, hein. Un gros problème de discipline pour les deux équipes. Maintenant, on va s'intéresser quand même au troisième et quatrième trio. Parce que ces deux équipes ne sont pas là pour rien. On va commencer par les Panthers avec Anton Lundell et tout l'Ouestarien, un trio défensif qui est très bon en désavantage numérique, qui est capable de marquer sur contre-attaque. La discipline, pas vraiment parce que ça prend des fautes, mais en infériorité, il y a de la discipline, de la physique et de la polyvalence. Moins de punch offensif pur. Le quatrième trio, Stenlund, Lorenz et Lomberg. Une grosse énergie, un fort check intense qui est parfait pour casser le rythme adverse. Le jeu physique et bloque les adversaires. Il y a moins de contrôle de rondelles, c'est vrai, mais vulnérable contre les stars mais vulnérable en prolongation. Et les Hurricanes aussi. Ensuite, les Oilers, il y a moins de discipline, mais ça reste moins de discipline et instable surtout, je dirais, mais ça reste un banc explosif. Je pense au trio Ryan McLeod, Warren Foegele et Corey Perry. Excusez-moi, mais j'ai pas envie de parler anglais. I don't speak English. Non, c'est faux. Pardon, je me perds. Une bonne vitesse quand même, hein. On va pas se le cacher. Perry qui ajoute de l'expérience, une présence au filet en série, en transition rapide. C'est un rôle de peste, hein, littéralement. Ça reste quand même moins constant défensivement et parfois dominé physiquement. Et le quatrième trio, qui est celui des gagneurs, Ryan et Dylan Holloway, qui est le plus instable. Holloway a de l'impact, mais le trio est parfois remené en cours de match. Peu d'alchimie, manque de taille pour contrer la pression de Florida. Mais comme je l'ai dit, ce banc peut marquer à tout moment. Mais il peut aussi concéder des chances nettes. Les défenseurs de soutien, quand même, on a du très haut niveau. Même si je donnerais l'avantage aux Panthers avec Matt Larson, à Josh Maura, des joueurs stables, expérimentés, capables de manger des minutes sans drame, gestion de la pression, peu d'erreurs. Mais moins de relance offensive que les Oilers quand même, hein, où il y a cette notion de risque-récompense avec Darnell Nurse, Evan Bouchard et Klum. Sans oublier Kulak et Dernay. Une défense plus mobile mais plus exposée en zone défensive. Une bonne première passe, souvent de la mobilité, la faiblesse, une perte de duel physique, une couverture parfois hasardeuse. Et pour les gardiens quand même, on sait jamais. En cas de blessure, ce qu'on ne souhaite pas du tout. On n'espère aucune blessure. Mais chez les Panthers, on a Anthony Stolarz qui est fiable, mais qui n'a pas été testé à ce niveau pour l'instant. Il devrait jouer qu'en cas de catastrophe. Calvin Pickard, quand même, qui lui a joué, hein, malgré après les perfs scandaleuses de Skinner, hein, qui a tenu bon. Hein. L'enjeu clé sur le banc maintenant. Florida a un banc anti-superstar. Hein. Je l'ai nommé comme ça parce qu'ils sont capables d'étouffer les seconds efforts et de neutraliser les relances rapides, pendant que les Edmonton Oilers, en revanche, ont un banc avec beaucoup plus de potentiel offensif, mais qui peut exploser en plein vol si c'est mal géré. Le forecheck. Mais dis-moi, Jamy, qu'est-ce que le forecheck? C'est la pression offensive en zone adverse. Les Florida Panthers ont un forecheck étouffant et discipliné. Un style très structuré à la base d'un 1-2-2 agressif. L'objectif, tout simplement, est d'empêcher la sortie de zone, de récupérer la rondelle en échec avant, d'avancer. Et c'est pour ça que Tatchak, Benek et Loenstarian sont particulièrement efficaces. La force est très physique et use les défenseurs adverses, provoque des revirements. Non, moi, si les Oilers contournent ce forecheck, ça expose la défense des Panthers à des attaques plutôt rapides et dévastatrices.
Chez les Oilers aussi, on a un fort check variable, mais qui reste moins systématique, moins constant, qui est souvent basé sur l'anticipation et la vitesse plutôt que la force brute. Leur vedette qui préfère récupérer et partir rapidement plutôt qu'user l'adversaire. La force, c'est l'opportunisme, surtout quand le gardien adverse joue la rondelle, à pressing qui est présent. Néanmoins, ça reste moins efficace contre des sorties de zone disciplinaires comme celle de Florida. C'est pour ça que sur la zone de pression défensive, le forecheck, je donne l'avantage totalement aux Panthers, conçu pour ralentir les transitions adverses. Et puis, j'aimerais bien avoir votre avis sur les transitions et les zones neutres. Parce que je trouve que les deux équipes restent quand même impressionnantes. J'ai l'impression que ma caméra lag. Il va arrêter. Ok, c'est bon, il est revenu. Les Florida Panthers ont un bloc solide et une gestion totalement du tempo. Très fort en 1-3-1 ou 1-1-3 selon le moment du match. L'objectif est de casser le rythme et de fermer la ligne rouge. Vous ne passerez pas. C'est le message des Panthers aux Oilers. La force permet de réduire la vitesse d'Edmonton. Obligé de dumping, de contourner et de sauter. Néanmoins, si McDavid et Draisaitl arrivent à récupérer la rondelle en pleine vitesse, la plupart du temps, ça fait but. C'est des transitions éclairs, notamment transitions toutes trouvées. Je m'auto-félicite de mon travail. La maîtrise de la contre-attaque rapide, souvent en 3 contre 2. En même temps, quand t'as le meilleur joueur du monde, Connor McDavid, il est capable tout seul de briser une structure en défensif seul. C'est des éclairs offensifs qui sont meurtriers. Après, il faut faire attention, ça prend quand même quelques risques avec les défenseurs offensifs qui montent. C'est pour ça que le duel va se jouer à la ligne bleue. Entre l'équilibre de Florida et l'explosivité des Edmonton Oilers. En zone défensive, désormais, la zone défensive des Edmonton Oilers est une zone très hermétique, très peu de panique. Mon prono, il va arriver. Je suis en train de lâcher une dissertation maths. Mon prono, je le donnerai à la fin. Avant de passer, on vous le rappelle, à Roland Garros et à la Ligue des Nations. Donc, les Florida Panthers, c'est une zone très hermétique. La plupart du temps, ça panique pas. C'est un losange compact, excellent en repli et en protection du slot. Barkov et Lundell sont des maîtres dans ce domaine-là. Peu de pertes de position, bloquent beaucoup de tirs. Attention à ne pas être passif sous pression prolongée. Les Oilers sont plus désorganisés mais plus rapides. Le repli est parfois aléatoire, voire bordélique. Je dirais même que c'est un bordel organisé en fait. Surtout quand les défenseurs offensifs sont pris en avant. Pardon, j'ai eu un petit problème d'écho au niveau de mon casque. Vous m'excusez. Vous m'excuserez du petit problème d'écho. Ça arrive. Ça devrait arriver aussi, hein, par moment. Mais du coup, la défense des Edmonton Oilers, plus désorganisée, mais plus rapide, un repli parfois aléatoire, surtout quand les défenseurs offensifs sont pris en avant. Une bonne couverture individuelle, mais mauvaise lecture collective sous pression. Ça peut très vite sortir de la zone si la rondelle est libre. Mais attention sur les failles, sur les cycles profonds, une présence au filet illimitée. Alors que chez les Panthers, on a une meilleure cohésion défensive et plus de robustesse dans l'enclave. Et c'est pour ça vous avez vu, c'est très bien écrit, on va parler du surnombre en jeu de puissance et des désavantages numériques.
un mécanisme létal, un McDavid en haut du cercle, un Draisaitl en bumper, un Boucher au point, 32,4% d'efficacité. Les Panthers moins spectaculaires mais axés sur le mouvement rapide des écrans et devant le filet. L'avantage sont que les Oilers, pour les Oilers, sont supérieurs en créativité, en exécution, en infériorité numérique. Les Panthers sont très disciplinés, structurent en losange, le fameux losange qui est très stable et un Barkov qui excelle souvent. Les Oilers sont meilleurs mais moins efficaces contre un bon cycle. Et une meilleure constance pour les Panthers. Pour terminer, on va parler du jeu physique. Ça reste quand même très très important. Les Florida Panthers sont maîtres du contact. Vous le savez, 812 mises en échec en 17 matchs, un style d'usure, épuise l'adversaire sur 7 matchs, une faiblesse qui peut générer des punitions si l'intensité dépasse les limites. Le physique ciblé parce que Hyman est totalement blessé chez les Oilers, du coup moins de constance, et quand il frappe, c'est pour créer une transition. Et ça va être très compliqué quand même d'user une équipe comme les Florida Panthers sur 60 minutes. Mais du coup, mon pronostic. Honnêtement, j'arrive pas à me décider. Ça va être une série incroyable. Mais si les Panthers doivent l'emporter, ça sera en 6. Qui ont une meilleure... Parce qu'ils ont tout simplement une meilleure profondeur que les Edmonton Oilers qui ont beaucoup de blessés. Un Zach Hyman, ça pèse quand même. Ça pèse quand même. Et si les Oilers doivent remporter cette série, ça sera en 7 avec un McDavid en mission qui n'a pas envie de pleurer encore une fois. Une deuxième année de suite. Voilà pour tout ce que vous devez savoir sur la Coupe Stanley. Match 1, je vous le rappelle, à 1h du matin sur Beansport, à 2h du matin sur Beansport 1. Le lancer de puck sera environ vers 2h20 du matin. C'est pour ça que Beansport ne prend pas l'antenne tout de suite parce que à 2h, entre 2h et 2h20 du matin, c'est le protocole. Mais le match commencera environ entre 2h15 et 2h20 du matin sur Beansport 1. Voilà. Maintenant, on va passer à la Ligue des Nations. Et on va parler de l'Allemagne-Portugal. J'aimerais bien avoir votre avis, le chat, quand même. Ah, petit bug. Est-ce qu'on voit ma caméra toujours? C'est la question que je me pose. Parfait, Matt. Alors aujourd'hui, on va parler du match qui aura lieu à 20h, à 21h, c'est-à-dire la première demi-finale de la Ligue des Nations entre l'Allemagne et le Portugal, avant de vous parler demain en avant-match du France-Espagne. Et dimanche, si on est bien en stream à 20h, on vous fera l'avant-match des finales. Donc du coup, le vainqueur entre l'Allemagne et le Portugal et le France-Espagne, tout simplement. Pour faire un petit récap de ce qui s'est passé dans ce championnat dont personne on en a quelque chose à branler, hormis le fait que ça rajoute un trophée et de l'intérêt, les hommes de Julian Nagelsmann ont eux validé le dernier ticket pour le dernier carré à l'issue d'une double confrontation complètement folle contre l'Italie. Vainqueur 2-1 à Milan, les Allemands ont ensuite concédé un match nul 3-3 à Dortmund. Kimmich, Musiala et Klindenstein ont été les buteurs d'une équipe allemande qui a tremblé mais résisté. Le Portugal, de son côté, a réalisé une démonstration de force lors du match retour contre le Danemark. 1-0 à Copenhague, les Portugais ont reversé la situation à Lisbonne en s'imposant 5-2 après prolongation. Trincao, entré en cours de jeu, a été décisif avec un doublé, tandis que Gonzalo Ramos a confirmé son attaque et sa régularité. Même si on l'a pas trop vu, c'est vrai, certes, avec le PSG, lors de ces derniers moments.
Voilà. Mais donc, les Allemands, la Mannschaft qui reste sur 3 victoires consécutives. Et un Portugal plus irrégulier, entre le bon et le moins bon. La dernière confrontation remonte à l'Euro 2020, où dans ce même stade de Munich, l'Allemagne s'était imposée 4-2 face au Portugal. On va faire un petit point côté absence quand même. Hein. Parce que là, il me semble que l'effectif allemand est quand même affaibli. Hein. Musiala, Rudiger, Advers, Heinrich, Schlotterbeck, Lindestein, Amery, Bissek et Stiller sont pas là. Hein. Pour des raisons physiques. Beaucoup de pépins physiques dans cette équipe allemande. Alors que du côté portugais, il n'y a que João Cancelo qui est pas là. Mais ça reste minime par rapport aux Allemands. C'est pour ça que le Portugal me paraît mieux armé aussi sur le plan collectif ainsi que dans ses options de banc. Mais toutefois, ne jamais sous-estimer l'Allemagne. Vous le savez très bien, la force mentale et l'histoire du football allemand dans les grands rendez-vous ne peut pas être sous-estimée. On pourrait attendre un match ouvert potentiellement spectaculaire qui pourrait bien se jouer sur des détails ou aller jusqu'aux prolongations, tout simplement. Voilà, fuck Panthers, c'est bien dit, Matt. Et salut Timo, j'espère que vous allez bien tous les deux. Moi, je dirais, honnêtement, je pronostiquerais un 2-1 Portugal. Je vois un match très fermé, des Allemands qui poussent, malgré... Honnêtement, sincèrement, je ne sais pas. Je pense que les Portugais peuvent s'en sortir. 2-1, sinon, je vois l'Allemagne s'imposer sur un petit score. Ça va être un match très offensif, mais ça restera fermé. Hein. Ce sera un très très petit score. Hein. C'est logique le 1-0 Allemagne comme le 1-0 Portugal. Hein. Ça reste quand même ouvert parce que le coaching de Roberto Martinez est complètement dégueulasse. Voilà, pardonnez-moi du mot. Mais c'est pas très sexy. D'ailleurs, je vais regarder si on a les compositions. Sinon, je vais vous donner les compos probables, tout simplement. Ça m'étonnerait qu'elle soit sortie, hein. 19h51, c'est un peu tôt. Hein. Ou on vous le redonnera en fin de stream. Hein. Je pense qu'on va vous les donner en fin de stream, juste avant le match. Et du coup, je vais partir sur un... Plouf, plouf, une boule en or, c'est toi qui... Non, je rigole. 1-0 Allemagne. Je donne l'avantage à domicile aux Allemands. Je suis l'avis de Timo. On va passer maintenant à Roland Garros. Parce que la France a rayonné aujourd'hui. La France a rayonné. A rayonné, pardon. On va, avant de vous donner les résultats des matchs qui sont actuellement en cours, il y en a encore un. Il me semble au Châtrier. Oui. Oui, au Châtrier, effectivement. On va parler de notre chouchoute. De notre boule puante préférée. Ma chouchoute. Loïs Boisson. Qui nous a encore une fois épaté. Qui sort la numéro 6 mondiale. Mira Andreeva. Voilà, je respecte même pas son prénom. La joueuse de tennis russe. Hein, qui a tout simplement craqué face à la pression. Et un... non, j'avoue, bout de puante, c'était méchant, mais vraiment, plein de cœur. Personne va tout toucher, Loïs. Je salue ton courage. Voilà, son slice qui a encore fait la différence à Loïs. Et malgré quelques moments de doute, les deux joueuses ont eu quand même 2 moments de doute, on va pas se le cacher. Je ne sais pas ce qu'en pense le chat, mais ça a été quand même un sacré match de Loïs.
qui affrontera Coco Gauff, l'américaine. Et ça sera demain à 15 h. Pendant qu'hier soir, hier après-midi, Sabalenka s'est apposée, la numéro 1 mondiale, s'est apposée à Zenk. Et Iga Swiatek s'est apposée à l'Ukrainienne Svitolina 6-1, 5-7. Ah là voilà, donc j'espère que vous serez tous devant votre écran demain à 15 h pour la match-up Loïs Boisson, Coco Gauff. J'attends un de vos pronostics, le chat. Merci d'être avec nous, merci Matt, et bon appétit. On se retrouve de toute façon demain pour un stream NBA, hein, principalement. La Ligue des Nations, aussi, pour le France-Espagne. Un match pour le Ballon d'Or. Actuellement, au Châtrier, Sinner qui est en train de faire une bouchée, hein, double de Bublik, hein, 6-1 pour l'instant. Et comme l'a dit dans le chat notre bon vieux Simo, ouais, Coco peut craquer face à la pression. Coco peut craquer face à la pression, hein. Les joueurs de tennis n'ont pas l'habitude à une ambiance survoltée, surtout quand tout le Châtrier est contre toi. On l'a vu, ça a déstabilisé la joueuse russe. Ça a été très très compliqué, hein. Elle est sortie en larmes carrément. Donc oui, Sinner a fini son match. Hop, ça y est, mon SofaScore qui ne s'est pas actualisé. Et bah, je suppose que c'est Sinner qui a gagné. Ah oui, oui, 3-0, au revoir, merci. 6-1, 7-5, 6-0, 3-0, au revoir, merci. Andreva a complètement craqué. Et puis même, moi, je me mets à leur place, c'est totalement normal de craquer. Les joueurs de tennis, enfin, excusez-moi de rentrer dans le cliché, mais ils ont l'habitude de jouer dans le calme, dans la concentration. Pas d'avoir un public survolté qui joue contre eux ou qui est avec eux. Et c'est une des forces pour Loïs demain. Elle aura en plus de sa confiance en soi, elle a dit qu'elle venait pour remporter Roland. J'espère que ça sera elle qui va remporter en simple dame. Mais ça sera très chaud. Et de toute façon, elle a le public avec nous, elle a la France avec elle. Rendez-vous demain à 15 h. Maintenant, on va parler du match du soir, la night session exceptionnelle, complètement folle qui nous attend entre Djoko et Zverev. Bon, complètement folle parce que les deux tennisman sont très très bons. On va pas se le cacher. Même si bon, je ne parlerai pas de l'humain exécrable qu'est l'allemand, mais j'en pense moins. Mais pour un petit pronostic, Djokovic Djokovic va en faire une bouchée de Zverev, hein. Je ne vois pas comment Zverev peut nous surprendre, mais je ne vois pas Djoko perdre, hein. Surtout qu'il a l'aura des champions d'Europe. Donc, ça devrait le faire. Donc, rendez-vous à 20h15 sur Amazon Prime. Andreva, craquage complet, oui. Craquage complet, totalement. Un gros craquage, hein. Ça a été vraiment, 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 vraiment dur. Allez, Djoko, hein. Ah, je me demande bien pourquoi de ça. Comme c'est bizarre. Excusez-moi, je parlais à madame, voilà, qui est derrière moi. Mais oui, Djoko va l'exterminer.
Joko va l'exterminer. Hein. Joko en 4. Moi, j'aurais dit Joko en 5 parce que j'aime trop le suspense, tu vois. Moi, je veux que ça dure. Je veux que ça dure jusqu'à 1h du matin. Comme ça, j'enchaîne avec la NHL. Ça me va. C'est parfait. On est reparti pour 2 nuits blanches absolument folles. En 4 aussi. Allez. Allez, Joko en 4. Joko en 4 pour les deux. Pour mes deux collègues. Et Joko en 5. Du coup, pour moi. Voilà, voilà. Je pense qu'on a fait le tour de l'actualité en 1 heure, ce qui est quand même en quasiment 1 heure. C'est pas mal. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Vous savez quoi? On va parler un peu mercato quand même. Hein. Les rumeurs de vos clubs, je sais que ça bouge, qu'il y a des rumeurs du côté de Lille pour toi, Timo. Je sais que Matt, il y a des rumeurs pour toi côté Liverpool avec l'arrivée d'un certain Loxé néerlandais qui aime bien prendre la ligne H du nom de Jeremy Frimpong, si je me trompe. Ah, pour moi, à Marseille aussi, ça bouge beaucoup, hein, on va pas se le cacher. Hein. Beaucoup de rumeurs, on parle de Noah Lang, on parle de Lookman. Notamment, on en reparlera plus tard, sûrement, sûrement dans quelques semaines. Hein. Je sais que aussi Marseille et Lille sont touchés par Mathias Ablin. Moi, je pense honnêtement que Marseille va plus partir sur l'attaquant stéphanois en rotation. Très intéressant pour la Ligue 1. Ce bon vieux en fou Lucas Tassin. Et que Lille va prendre Mathias Ablin. En tout cas, ce sont 2 numéros 9 jeunes qui ont de l'avenir, qui peuvent être très intéressants en rotation et qui peuvent grandir dans 2 grosses équipes du top 6 du championnat de France, tout simplement. Voilà, voilà. Il est 20h, je pense qu'on a fait le tour en 1 heure. Hein. Ça a été parfait, j'ai été rapide, clair, net, concis. Donc n'oubliez pas les événements sportifs avant de vous donner le programme du stream et le mot de la fin évidemment. On vous rappelle dans 15 minutes sur Prime Video, on a Djoko Zverev. À 21h sur TF1, on a un Allemagne-Portugal. Et sur Beansport 1 à 2h20 du matin, le match 1 des séries de la Coupe Stanley. La finale entre les Edmonton Oilers against Florida Panthers. Voilà, voilà. Il me reste qu'à vous rappeler de nous suivre sur nos réseaux sociaux. TikTok, où on parle beaucoup de WNBA avec Ezu notamment. Qui bosse beaucoup. Twitter pour être au courant des dernières informations par rapport à la chaîne. Le YouTube pour le replay aussi. Et pour le stream de demain, on parlera Playoff NBA. Parce que la Coupe Stanley commence ce soir, mais le lendemain, ça va se suivre pendant les 4 prochains jours. Les finales NBA entre le Oklahoma City Thunder against les Indiana Pacers. Let's go Pacers pour moi. Let's go Pacers. Voilà, c'est dit. On en reparlera demain. Avec Matt. Est-ce qu'il y aura quelqu'un d'autre? Un Ezu ou un Timo pour un petit live à 3? Un petit plan à 3? Pardon, j'ai dérapé. Restons professionnels. Voilà, voilà. Du coup, on se retrouve demain à 19h. 18h ou 19h. Je vais regarder le planning. Vous m'excusez. Allez hop. Allez hop, on embarque Timo pour le stream. Mais il me semble que c'est à 19h. Voilà, 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 voilà. On va regarder le Twitch, le Twitter, @GameTime FRA. Et oui, c'est bien à 19h. Et la rediff de ce stream, du coup, sera publiée vendredi à 20h.
Et la rediff du stream de samedi sera, de jeudi sera publiée samedi à midi. Et on se retrouvera dimanche à 20h pour un tour de l'actu. Avant la finale de la Ligue des Nations et avant Roland Garros. Et après la finale de Roland Garros, parce que, comme le dit un très grand humoriste, coup droit, revers, c'est ça le tennis. Et on aime ça. Voilà, 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 voilà. Merci à toutes et tous de nous avoir suivis pour ce stream. C'était Mercure Pro, le pansement. Peace!